Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. On vous a vu il y a 2 jours ou peut-être que vous nous avez regardé juste avant pour parler du gala au Zénith avec Bakary Samaké et Kevin Elesadjo. Là, on parle de boxe aux États-Unis, au MGM Ground, à Vegas, avec le retour d'une des méga gigastars du sport, Tank Davis, qui va affronter Martin. Alors, on va parler de façon extensive de cette carte parce qu'il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de beaux combats sur cette carte et le retour de Tank, bon bah ça fait événement, vous vous en doutez bien. Et pour m'accompagner sur cette vidéo, je suis comme toujours avec mon compère, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir. Salut Dylan, salut à tous. Un plaisir de pouvoir aussi faire cette preview de cette gigantesque carte. C'est vrai qu'il y a énormément de combats. On va faire le focus sur le co-main, le main, puis parler un peu des autres combats en jeu et à titre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de belles choses à dire sur cette soirée. Ouais, là il y a quand même pas mal de trucs à dire. On va commencer sans plus tarder avec le co-main. Ça roule. On vous laisse un peu quand même de suspense avant de parler de la star Tank Davis. Benavidez contre Gvozdyk. Alors, combat de fou, je le dis. Benavidez qui monte de catégorie pour l'occasion, qui passe en mi-lourd, donc en moins de 77 kilos. Alors, je vais faire ça rapidement, plus parler évidemment, comme d'hab, vous savez, des enjeux et Kabir s'occupe après de l'aspect purement technique. Benavidez, c'est vraiment l'épouvantail des super middle. Personne veut l'affronter, et surtout pas Canelo. Euh, Après, on a tous notre opinion sur Canelo. Mon avis, c'est que Canelo a gagné le droit d'affronter qui il veut. Ça, c'est mon avis. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi et je le comprends tout à fait. Et je pense même que c'est vous qui avez raison. Mais moi, je pense que Canelo a gagné ce droit avec son nombre de combats, son nombre de victoires, son nombre de défenses. Il a quand même aujourd'hui, à mon avis, le plus beau palmarès de la boxe, pound for pound, d'un point de vue, on va dire, quantité et qualité, même s'il y en a quelques-uns, évidemment, qui auraient leur mot à dire. Usyk qu'en a moins, mais mon Dieu, que des combats de fou. C'est Enfin ça. voilà, il y a des choses à dire. Mais je pense que Canelo fait partie de ces gars qui, au-delà du côté marketing et le fait d'être la star de la boxe, ont quand même gagné un petit droit voilà, un petit passe-droit. Mais il évite David Benavidez, ce qui énerve un peu tout le monde. C'est pareil, des gars comme Benavidez, malheureusement, il y en a un par génération, on va dire. Là, il a 27 ans. Bon, bah, une fois que Canelo l'aura battu, tout le monde lui dira dans 2 ans de battre le nouveau David Benavidez. Enfin, malheureusement, c'est un éternel recommencement et c'est aussi ça le truc. Ouais. Je sais qu'il y en a, vous êtes énervés par rapport contre Canelo, par rapport aussi à Golovkin, qu'il a fait poroter Golovkin. Bon, on est d'accord. Voilà, il y a plein de trucs à dire, mais globalement, Benavidez, c'est vraiment l'épouvantail. Il fait tout ce qu'il peut, Canelo, pour l'éviter, alors que Benavidez, en plus, est le mandatory WBC, puisqu'il a la ceinture intérimaire WBC. Donc la WBC commence à faire la gueule parce que c'est un combat qui serait extrêmement lucratif. Ce serait un combat de fou furieux et beaucoup de gens pensent que Benavidez est le seul chez les super middle à pouvoir battre Canelo aujourd'hui, surtout de façon assez convaincante. Benavidez, c'est 28 combats, 28 victoires, 24 KO. Bon, c'est pas rien. Il a une boxe qui est. Comment tu la décrirais, toi, Kabir, sa boxe? Vicieuse. Il a une boxe vicieuse. Il a un style vraiment très 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 vicieux. Il a un style académique. Déjà, juste pour faire un petit historique, c'est une famille de boxeurs. Benavidez. Il a Ouais, son frère aussi qui a combattu, qui a même croisé les gants pour le titre aussi dans une catégorie un peu plus petite. Euh, il a commencé la boxe à 3 ans, il s'entraîne depuis toujours et il a eu une évolution technique et physique. C'est-à-dire que plus jeune, même un peu avant de passer pro, il avait un physique. Il était un petit peu bouboule. Et puis d'un coup, poussé de croissance, il a grandi. C'est l'un des plus grands de ah, il sa est grand, hein. catégorie. Et Ouais, ouais. il a développé son style pour avoir vraiment un style vicieux. Quand je dis vicieux, c'est que c'est un combattant qui met beaucoup de volume et qui a une posture qui est très différente de la majorité des combattants chez les super moyens, c'est-à-dire qu'il a tendance à avoir une posture très haute. Il a les pieds quasiment sur la même ligne. Il est limite ambidextre, surtout à très courte distance. Ouais, Et il a ouais. deux qualités qui sont exceptionnelles dans cette catégorie et face à ses adversaires. C'est la vitesse. Il est extrêmement rapide et Mm. aussi très précis. C'est-à-dire qu'il arrive à gérer, avoir un footwork, enfin un jeu de jambes qui est assez versatile.
Il arrive à passer de gaucher à droitier, coincer son adversaire dans le coin. Et lorsqu'il est, la majorité des combats qu'il a gagnés par KO, il les a gagnés dans les mêmes, avec le même setup, c'est en coinçant son adversaire et en mettant énormément de volume jusqu'à ce que l'adversaire se replie sur sa garde. Sauf qu'il y a forcément des trous dans la garde et il a la capacité à générer des angles, à générer aussi la puissance pour pouvoir frapper au bon endroit et coucher ses adversaires sur un gros travail de combinaison. Donc Benavidez, c'est comme tu dis, c'est l'épouvantail parce que c'est un combattant qui est très dangereux à affronter et qui est très intelligent, très technique et qui a énormément de puissance dans les mains, qui est capable de mettre KO quasiment tout le monde dans cette catégorie. Donc, Moi, j'avais parlé avec Rufino Angulo, qui est une légende, enfin qui est même une des légendes de la boxe en France chez les mi-lourds, qui a combattu 2 fois pour le titre. Enfin bon, voilà, il sacré palmarès surtout à l'époque. Et il m'avait dit pour lui que Benavidez aujourd'hui était le meilleur combattant de la catégorie super middle et que s'il montait en mi-lourd, il allait emmerder même Beterbiev, même Bivol, qu'en fait c'est le seul qui pouvait changer le paysage de la catégorie des mi-lourds. ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Beterbiev et Bivol, c'est des extraterrestres. Je pense que Benavidez a toutes les armes pour faire chier absolument n'importe quel Oui. boxeur dans le monde. Enfin là, ces 2 derniers combats, enfin ces 2 dernières victoires, c'est quand même Caleb Plant et Demetrius Andrade. Et avec la manière surtout, hein, c'est qu'il Ah oui, avec la manière les 2 fois. Je sais pas il si on se rend compte. les a clairement dominés et comme on disait, son style c'est vraiment une kryptonite pour la majorité des combattants de cette catégorie. On rappelle qu'il est très grand, il frôle le mètre 90. 88, ouais, c'est énorme. Il frôle le mètre 80, ouais, 1m88, presque 1m90. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il est très à l'aise à très courte distance, justement par rapport à son style où il a tendance à avoir. En boxe, on a un pied devant l'autre. En général, c'est la main la plus forte qu'on met derrière, donc le pied le plus fort également. Et en fait, à courte distance, il est limite sur la même ligne et il fait des petits bonds. Là où des combattants très durs, on en parlait dans notre précédente preview, on pense à Kevin Lele-Sadjo, Christian Billy, ce sont des combattants qui sont assez petits, trapus et qui du coup, pour générer la puissance, s'assoient, comme on dit, sur leur cou. Ils misent beaucoup de leur puissance en s'ancrant sur leur cou avec les jambes. Benavidez, c'est tout l'inverse. Je vous recommande de regarder ses combats et notamment les phases où il met KO ses adversaires. En fait, il fait des petits bonds. Il est sur les 2 pieds, sur la même ligne. Il fait des petits bonds pour chercher l'angle le plus optimal et il envoie soit un uppercut, soit un crochet, soit plusieurs uppercuts, plusieurs crochets. Il met un gros volume et il arrive à toucher ses adversaires avec énormément. Pour un mec de cette taille, c'est impressionnant. Enfin, effectivement, il est très à l'aise dans le clinch et vraiment au corps à corps, alors qu'il devrait pas l'être. Donc c'est pour ça pour Canelo c'est une kryptonite. Ouais, c'est ça, les phases où il met KO ses adversaires, où il les met down, ou en tout cas les phases où ses adversaires sont contre le coin. Déjà à voir c'est magnifique, mais même techniquement c'est vraiment exceptionnel de se dire à ce niveau-là, à ce poids-là, d'être aussi rapide, aussi précis. Et il y a aussi les phases justement où ses adversaires sont un peu sonnés, où il arrive à sentir le sang et à attaquer, à les coucher aussi. C'est un combattant très très beau à voir. De toute façon, son parcours parle pour lui-même. Il a été 2 fois champion. Il avait perdu son titre pour une fois une histoire de, je sais pas si on a le droit de dire le mot, mais de substance illégale. En tout cas, il s'est fait pincer avec de la farine. Puis après, il avait eu un combat pour le titre. Il avait loupé le poids. Du coup, il a récupéré. Donc, il a été 2 fois finalement champion intérimaire chez les super moyens. Tout à fait. Là, voilà, comme tu dis, c'est un peu bouché chez les super moyens, donc monter chez les mi-lourds, ça peut être une belle option. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y en a un qui force là-dessus, c'est Turki. Ouais, Turki, il force de ouf pour que Benavidez monte. Il veut absolument faire après le Bivol Beterbiev. Il veut absolument faire Bivol Benavidez. Oui, enfin prendre le gagnant effectivement. Lui, dans son idée, ce serait Bivol Benavidez et après Bivol Opetaya. Voilà, lui c'est son plan à Turquie. Il veut voir Benavidez chez les light heavy puisque Turquie n'a aucun pouvoir sur Canelo Alvarez, aucun, vraiment. Canelo, lui, il boxe au Mexique, il remplit des stades de 60-70 000 personnes en l'espace de 10 minutes. Il fait venir 500 mariachis qui jouent l'hymne quand il rentre. Il s'en fout. Il s'en fout de l'argent de l'Arabie Saoudite. Comme tu disais, en fait, Canelo, il peut se permettre de prendre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Peu importe qui il prend. Il n'a pas besoin. C'est le visage de la boxe, Canelo. Voilà. Il s'en fout d'aller en Arabie Saoudite. Il est très bien aux États-Unis et au Mexique. Ça marche du feu de Dieu pour lui. Voilà, encore une fois, il remplit des stades, il machin et tout. Il s'en fout, Canelo. Turquie peut lui proposer 200 millions de dollars. Honnêtement, Canelo, il ira même pas. Il prendra pas le risque, il en a pas besoin. Donc il affronte Benavidez, il affronte Gvozdyk.
Alors, Gvozdyk, ancien champion WBC des mi-lourds, si je dis pas de bêtises, Ouais. ceinture qu'il a perdue lors du combat d'unification contre un certain Arthur Beterbiev. Donc, il a une défaite, Gvozdyk, une défaite, un KO contre Arthur Beterbiev. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. Non, Est-ce que ça veut dire qu'il est pas bon? Absolument pas pas. du tout. Quand t'as une défaite et que la défaite c'est contre le monstre de la KT, bon, après le seul truc sur ce combat-là, c'est que bon, effectivement, Gvozdyk c'est le mi-lourd naturel, on va dire. Il a fait toute sa carrière en mi-lourd quasiment. Il fait la même taille, 1m88, donc Benavidez n'aura pas cet avantage de taille qu'il a habituellement avec ses adversaires en super middle. Mais aussi, et ça a son importance, il a 37 ans. C'est ça, Alors que Benavidez a 27. il a 37 ans et il n'a pas combattu pendant un long moment. Il s'est arrêté Et justement il est inactif. après sa défaite Effectivement. contre Beterbiev. Puis il est revenu, il a fait un combat de reprise contre un adversaire. Ouais, Obando qui était en 20-34. Voilà, donc je voulais pas le dire, mais voilà, donc voilà, il a pris et puis il est revenu et puis il a fait des très beaux combats hein, contre Isaac Rodriguez. Il a eu un très très beau combat, il a gagné assez rapidement. Mais voilà, je pense que les adversaires qu'il a repris depuis ne sont pas de la trempe de Benavidez. Son dernier combat, c'était un 8 rounds, j'avais même pas vu. Ouais, c'est ça, tu vois, en fait, il prend pas forcément des combattants très très expérimentés, en tout cas pas du tout du même pedigree que Benavidez. Mais par contre, avant justement Beterbiev, c'était quand même un sacré morceau. Hein. On rappelle, hein, c'est lui qui a éteint la hype d'Adonis Stevenson, qui était l'un des plus grands champions dans la catégorie des mi-lourds. Il a fini des combats avec très de la manière. Je me rappelle de son KO contre Mohamedi. Un français, il lui a mis au deuxième round une droite. J'avais revu la vidéo là. Le combat, c'est une boxe ultra léchée, ultra propre. On rappelle, hein, c'est la génération dorée ukrainienne. Hein, ça veut dire qu'il était champion olympique en même temps que Usyk et en même temps que Loma. Il fait partie des grands boxeurs amateurs. Il fait partie de l'équipe magnifique là, de cette équipe sublime de 2012. C'est ça, hein, il fait partie des tueurs à gages. Et pour rappel, encore une fois, juste un petit point pour vous montrer qui c'est. Dernière victoire en amateur contre Dimitri Bivol. Donc voilà, c'est clairement un combattant ultra dangereux qui n'est plus du tout à son prime, il faut l'admettre, mais qui est capable, avec son style académique mais ultra puissant, de pouvoir causer des problèmes à Benavidez. Donc ça va être une belle opposition parce que ça permettra à Benavidez d'arracher un nom de plus dans son palmarès, dans son pedigree. Et il pourra dire qu'il a battu l'un des meilleurs mi-lourds des 10 ou 15 dernières années, même s'il est plus à son prime, il faut l'admettre. Et donc voilà, je pense que le but, c'est plus la suite pour Benavidez qui est de, pourquoi pas, titiller, essayer d'affronter le gagnant de Bivol contre Beterbiev. Et ensuite. Après, il a toujours sa ceinture WBC intérim chez les super middle, Benavidez. Et là, ça parle de plus en plus de potentiellement Canelo qui rendrait certaines de ses ceintures vacantes parce qu'il veut pas défendre pour l'IBF, mais non plus pour la WBC. Enfin, c'est très très bordélique les super middle. Et c'est pour ça qu'on peut un peu en vouloir à Canelo parce que Canelo, en fait, il combat hyper souvent, mais il défend jamais. Enfin, depuis quelques temps, il défend plus contre les vrais prétendants. Du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Je suis d'accord. Et Benavidez, là, il y a vraiment un truc où il l'évite. Et effectivement, il y a eu des offs il y a pas longtemps qui sont sortis comme quoi, effectivement, Canelo aurait dit à Turquie, je combattrai pas Benavidez, même pour tout l'or du monde. Ouais. Que les négociations ont tourné court. Donc je pense que Canelo sait que c'est un bourbier, qu'il veut pas l'affronter parce qu'il sait que ça va être sa 3e défaite en carrière et qu'il veut pas d'une nouvelle défaite, qu'il veut partir à la retraite avec 2 défaites max contre Bivol et contre Floyd Mayweather. Donc voilà, je pense pas qu'il veuille prendre de risques. Et encore une fois, je dis pas que c'est agréable parce que j'aimerais le voir ce Canelo contre Benavidez. C'est pas agréable, mais néanmoins, c'est quand même. Bon, c'est comme ça, je comprends la démarche. Ouais. Après, est-ce que ça laisse. Enfin, est-ce que maintenant Benavidez monte ad vitam aeternam effectivement en essayant d'aller chercher l'undisputed chez le vainqueur Bivol ou Beterbiev, ou est-ce que, en attendant que les ceintures explosent chez Canelo, tu restes en super middle en affrontant, par exemple. Et là, c'est bourbier aussi pour lui, mais les Sadjo, Billy, des gars comme ça, tu vois, ils sont hyper bien classés à la WBC. Ouais, c'est ça en fait. Je me disais, honnêtement, parce que il y a l'interview que tu as fait justement de Lele Sadjo qui est disponible sur la chaîne où il expliquait que les perspectives pour Canelo, c'est bon, un an et demi, puis après il s'en va, il arrête et puis toutes les ceintures sont splittées et les cartes sont redistribuées. Je me dis, avec cette conjecture-là, et il y a Benavidez qui reste dans la catégorie du dessus, ça laisse la place pour Mbili et les Sadjo. Donc moi honnêtement en tant que Français, ça m'arrange en fait d'avoir Benavidez au-dessus et Canelo qui est parti d'ici un an et demi. Je suis assez d'accord avec ça. Et même je pense que au-delà de l'aspect
sportivement, financièrement, Benavidez, c'est chez les mi-lourds qu'il aura le plus à gagner. Donc, Oui. ça va être dur aussi, hein. Comme je te dis, les mi-lourds Il y a l'Arabie aussi, Saoudite chez les mi-lourds, quoi. c'est ça. Donc, je me dis que Benavidez, bien sûr, il pourrait tenter l'undisputed chez les super moyens. C'est jouable, clairement. Il pourrait être un taulier dans cette catégorie-là. Mais il y a aussi de la place chez les mi-lourds. Et il y a la gloire, l'argent et la fame. Il y a tout. Il y a tout, Ouais. tout à gagner pour Benavidez. Et le combat, justement, de ce week-end, ça va permettre de voir s'il est capable, déjà, en arrachant une victoire auprès d'un ancien taulier de cette catégorie, un ancien champion au Oui. passage, il a toutes les armes pour pouvoir rester dans cette catégorie et pourquoi pas faire trembler éventuellement Beterbiev ou Bivol. Oui, c'est une façon de s'imposer dans la KT, effectivement. C'est Oui, ça, clairement. exactement. Et en plus, comme Clairement. tu le disais, l'Arabie Saoudite pousse les combattants assez rapidement, donc il n'y a plus de dream fight. Tous les combats auxquels on peut rêver, on peut les avoir grâce à l'argent, au pouvoir de l'argent. Donc en Je fait, sais pas s'il y a une clause de rematch pour Bivol Beterbiev. S'il n'y a pas de clause de rematch, c'est Benavidez combat pour le titre chez les lourds légers dans moins d'un an, en fait. même s'il y avait une clause de rematch, est-ce que ce rematch se ferait? Faut voir aussi Oui, comment le après, combat. c'est pas dit, mais on sait que ça peut foutre la merde, les clauses de Oui, rematch. On oui. l'a vu avec, par exemple, Wilder Fury 3, alors qu'il y avait Joshua Fury qui était en cours de Oui, négo oui, pour oui. l'Undisputed. On sait que des fois, bon, c'est un peu salaud, même pour Spence contre Crawford. On a vu que ça pouvait être compliqué. Ça a pas été activé, mais ça a quand même retardé le combat d'après de Crawford, du coup, parce Exactement. que, bon, il y a plein de trucs dans les clauses qui sont un peu merdiques. Mais du coup, ça, s'il n'y a pas de clause de rematch ou si le rematch se fait pas, dans un an, on peut avoir Benavidez qui combat pour un titre. Alors, on sait pas parce qu'encore une fois, les ceintures ont peut-être explosé d'ici là. Il y aura peut-être eu des ceintures vacantes. Enfin, bref. Mais il peut combattre pour un titre minimum chez les mi-lourds dans moins d'un an, en fait, vu que le combat Bivol-Beterbiev est en octobre. Voilà, lui, sa place, je pense qu'il le sait, de toute façon, que c'est chez les mi-lourds, que c'est là où il a le plus d'espace, là où il est poussé par Turquie. Il sait aussi qu'il peut redescendre après si les ceintures sont rendues C'est vacantes et ça. aller chercher les ceintures chez les super middle, par exemple, dans un combat. Enfin, si demain Canelo rendait la ceinture WBC vacante, le combat qui serait demandé par la WBC, ce serait Benavidez contre Mbili, puisque Benavidez est champion intérimaire, donc classé premier bis, on va dire, mais Mbili est classé premier, lui. Enfin, il est en haut du classement, juste en dessous des deux champions, donc Canelo et Benavidez. Donc le combat qui serait demandé par la WBC, ce serait Benavidez contre Mbili. Donc, enfin, tu vois, lui, il a beaucoup d'espace de manœuvre parce qu'il peut se permettre de changer de caté, Ouais, en en fait, fait. Il a le physique il a la pour. place, dans les deux C'est ça. catégories et après, c'est Et juste à il lui a de la voir. qualité pour aussi. Et c'est à lui de voir en fonction de ses choix de carrière, sportivement et financièrement, s'il préfère tenter d'être undisputed chez les super middle, ce qui est faisable malgré quand même l'énorme Oui. concurrence qu'il y a avec un Billy qui monte, avec un Lele Sajo qui monte Ah, aussi. s'il y en a un qui peut le faire, c'est Benavidez, quoi. On va Ouais. pas se mentir. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment la kryptonite ultime de tous les boxeurs, en fait. Et du De coup, par son style, de par son physique, de par aussi enfin, il est à son prime, il a 27 ans, il a encore beaucoup d'années devant ouais. lui. En fait, c'est juste un peu ce qui se passe en dehors du ring qui lui a posé des problèmes plus tôt, mais là, il a l'air beaucoup plus focus. Ouais, ça a l'air plus serein, là, Il a l'air dernièrement, plus quand même. stable, même au niveau du coin, de l'entrée, enfin Oui, 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 de ça a son l'air mieux. management. Il y a quelques années, à 4-5 ans, c'était compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus. Il est vraiment focus sur le sport et je pense que il a clairement la possibilité d'être undisputed chez les super middle si le fight Mm. contre Canelo ne se fait pas et que Canelo s'en va et laisse toutes les ceintures. Mais voilà, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a aussi pas mal d'argent, pas mal de perspectives aussi Oui, oui, non, chez les clairement. mi-lourds. Mais par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus risqué parce que Bivol, Beterbiev, Ouais, ce sont des aliens. C'est le genre de c'est les boxeur qu'il y a tous les extraterrestres. 10, 15, 20 ans. Donc bon. Bah là, il y a que des gars pound for pound, quoi. C'est aussi pour Tout en ça haut. que du coup, un Gvozdyk qui a perdu contre Beterbiev, on lui en veut même pas parce que Non, non, non. c'est un peu comme justement, tu te rappelles Malik Zinat qui avait combattu contre Bivol. Je m'en Oui, rappelle, Turquie, bon, il dit souvent des bêtises, mais il a dit quelque chose mais qui lui était dit quand même assez bel effort, pertinent. mon frère. Il a dit en mode, tu sais, on t'en veut même pas On t'en d'avoir veut perdu pas. parce Ouais. que, tu sais, les mecs comme Bivol, les mecs comme Beterbiev, c'est des alliés, ils Il y en sont a un pas tous les humains. 30 ans, bon, au Ouais, bout ils d'un sont pas moment. humains, donc bon, c'est tout à ton honneur de faire la guerre contre des gens comme ça et de tenir Oui. aussi longtemps. Donc, Gvozdyk, j'ai exactement la même chose. Mm. Le seul point qui est vraiment très compliqué pour lui par rapport aux chances de victoire, c'est son âge et le fait qu'il ait eu très peu d'opposition sérieuse Ouais. depuis Bah, du coup, Beterbiev. Donc, en termes de prono, moi, si je devais mouiller, je verrais quand voilà même ce que j'allais dire. Du Benavidez. coup, on se mouille. Ouais, Benavidez gagnant par KO sur la fin du combat plutôt. Je le vois pas le battre très rapidement. Mais KO8, moi, je dis. tu dis Benavidez, KO8, ouais. KO8, ouais, 10 moi. Ça ira sur les rounds de Ok. championnat, KO 10 pour Benavidez avec une belle opposition et un Gvozdyk qui remporte quand même quelques rounds.
Ok, ouais, moi pareil. Votre avis dans les Donnez commentaires. votre prono en commentaire. Oui. On transit vers le combat qui vous intéresse tous. On le sait, même si vous aimez bien quand même Benavidez, j'en doute pas une seconde. Martin contre Davis. Donc le retour de Tank Davis, qui est une des stars de la boxe, qui est pas la star de la boxe. J'en ai marre d'entendre ça, que c'est the new face of boxing. C'est pas vrai non plus. C'est une des gigastars de la boxe. Maintenant, bon, encore une fois, il y a Canelo Alvarez qui existe, qu'on le veuille ou non. Et il y a Ryan Garcia qui existe, qu'on le veuille ou non aussi. Et je vais pas vous mentir. Pour avoir vu Ryan Garcia en vrai, dans un contexte où il y avait toutes les méga gigastars de la boxe et même des sports de combat de manière générale. D'ailleurs, je vous ai fait un vlog sur Fury Usyk qui dure 50 minutes, donc j'ai vu que vous étiez pas nombreux à l'avoir lancé en entier, parce que 50 minutes c'est long, j'avoue, je m'excuse, mais c'est une semaine où je couvre la Fight Week Fury Usyk, donc il y a pas mal d'insights, il y a pas mal d'images intéressantes si ça vous dit. Et donc, je montre notamment Ryan Garcia. Et Ryan Garcia a créé des mouvements de foule qu'aucun autre mec a créé. Et pourtant, il y avait du beau monde. Hein. Ah, même Roberto Duran, tu me disais, il avait pas fait Ah autant ouais, non, de. non, mais rien à voir. Roberto Duran, Evander Holyfield. En fait, pour vous donner un ordre d'idée et de comparaison, Ryan Garcia crée exactement les mêmes mouvements de foule que Neymar ou Ronaldo. C'est dingue. Voilà. C'était à ce niveau-là de réaction du public, de fame et tout. Donc Ryan Garcia est une méga star de la boxe. Alors son combat contre Tank a aidé évidemment. Son dernier combat aussi à Garcia, la façon dont il a réussi à le vendre contre Haney, son attitude sur les réseaux et tout, évidemment que ça a continué à le propulser. Le tournant improbable du combat contre Haney, évidemment que ça a propulsé aussi. Les scandales après, enfin voilà. Mais vraiment, Ryan Garcia, c'était au niveau d'un Ronaldo ou d'un Neymar. C'était assez bluffant, même plus que Jean-Claude Van Damme. Enfin, je sais pas si on se rend compte du truc, mais J'y crois pas, ça. bon, je te jure, plus que Jean-Claude Van Damme. Et enfin, c'était assez hallucinant. Enfin bon, voilà. Donc c'était pour le dire, parce que bon, maintenant je trouve que Tank est souvent associé à Ryan Garcia. On attendrait presque un rematch alors que le combat a quand même pas été difficile pour Tank. Donc, Tank Davis qui revient après 14 mois d'absence, Oh. c'est Ouais, ça? c'est ça, 14 mois sans combattre. 14 mois d'absence, c'est une des raisons pour lesquelles Davis, pour moi, peut pas être le visage de la boxe. Il combat vraiment trop peu, trop d'inactivité, c'est pas possible. Alors, il a eu ses déboires C'est ce que j'allais judiciaires, il dire. a eu En fait, en dehors du ring, je pense qu'il a eu c'est beaucoup compliqué, mais de galères, même quoi. quand il a pas de déboires judiciaires, il combat quand même pas non plus. Depuis quelques années, c'est pas non plus trop ça au niveau. Depuis qu'il combat au haut niveau, en fait, comme beaucoup, hein, depuis Barrios, Cruz, Romero, Garcia, bon bah c'est un peu compliqué. On aimerait le voir plus dans le ring parce que c'est un mec qu'on adore voir boxer. Vraiment, il est extraordinaire de puissance, de technique. Enfin, c'est 29 victoires, 27 KO. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est un combattant formidable, formidable à voir. Ouais. L'instinct de tueur qu'il a, de toujours trouver le coup qui fait mal au bon moment. C'est un boxeur, contrairement à ce que les gens s'imaginent, je crois, de lui en voyant la highlight, c'est un boxeur qui contre énormément, qui fait déjouer ses adversaires et du coup, c'est un boxeur qui analyse, qui arrive à trouver toutes les failles possibles et imaginables dans le jeu de son adversaire sur les 2-3 premiers rounds. Donc c'est rare il met souvent KO en Sur la fin de fin. combat, en deuxième moitié de combat, parce qu'il un peu ce truc qu'a Lomachenko. Alors c'est pas du tout le même style, attention, mais de télécharger les données pour réussir à prendre la mesure de son adversaire et à trouver toutes les failles qu'il peut trouver. C'est ça. Et notamment contre Garcia, c'est ce qu'il a fait à la perfection. C'est ce qu'il avait fait aussi contre, je crois que c'était contre Romero, où il y a 2-3 rounds où on se dit Romero, et peut-être qu'il va dominer peut-être qu'il va dominer Tank, et en fait Tank finit par lui Ouais. mettre un KO d'un autre monde. C'est ça, c'est son style en vrai. Il sait faire. Ouais, c'est un combattant qui est de plus en plus dangereux au fil du combat. Et comme tu Exactement. dis, il arrive à analyser. En fait, il a un mouvement constant, gros travail de jab, gros travail au corps, énormément de puissance, énormément de puissance. Surpuissant. Et son travail au corps aussi, c'est ce qui permet aussi de finir les combats sur la fin des rounds. Sur les dernières reprises, on l'a vu contre Barrios, on l'a vu contre Garcia. Donc, en fait, comme tu dis, il a un système. Enfin, il analyse un peu les mouvements de son adversaire pour essayer de prédire les patterns et essayer derrière essayer de contrer. Donc, c'est un combattant qui est très dangereux, qui a fait face à des combattants qui ont beaucoup d'expérience. Et c'est un peu ça ce qui fait un peu l'avantage Chilera face à Frank. Petite stat, hein.
Gervonta, le palmarès combiné de ses adversaires, c'est 483 victoires, 126 défaites. Donc un taux de 126, un taux de 20% de défaites. Le palmarès combiné de Franck, c'est 161 victoires, 92 défaites, donc 57% de défaites. En Ouais, c'est gros, incomparable. c'est des stats. Moi, L'adversité est pas la ouais, même. j'aime pas trop parler de stats, mais en tout cas, je dis celle-là parce qu'elle est quand même assez intéressante pour montrer qu'il y a un niveau d'adversité entre les deux qui est très très différent. Tant qu'il a combattu des gens beaucoup plus dangereux, beaucoup plus expérimentés que Franck a combattu. Et en plus de ça, il est très à l'aise contre les gauchers. À chaque fois qu'il a combattu des gauchers, ça s'est passé assez unilatéral. Ça a été assez unilatéral. Donc Oui. voilà, c'est un combattant qui a vraiment malheureusement qu'on voit pas beaucoup boxer, mais quand on le voit boxer, il y en a du Ah ouais. spectacle. Et c'est vrai que comme tu Et dis, c'est un événement à chaque fois, ouais, on le sait, hein, on sait que c'est un boxeur c'est un fan favorite, hein, on c'est sait ça. que les gens sont là, les gens sont au rendez-vous pour le voir boxer, on sait que ça vend des tickets, on sait que ça vend des pay-per-view, enfin on sait que Gervonta il a tout ce qu'il faut pareil pour être la méga gigastar de la boxe. C'est juste, je pense que C'est événementiel à chaque fois qu'il combat en fait. ouais, Voilà. c'est ça. Et en fait, ce que je me dis, c'est juste qu'il y a en dehors du ring qui fait que c'est pas la star qui devrait être. Mais en tout cas, sportivement et dans le ring, il a jamais déçu. Il a toujours été ultra décisif et on le voit, hein, il a dominé. Tu parles de Ryan Garcia qui est très populaire et qui a fait un beau combat. Faut pas se mentir. Ben, il a, comment dire, il a outclassé quoi. Il a outclassé et il arrive à Bah, c'était pas surdominer, du tout la même qualité de ouais, boxe. Hein. surdominer ses adversaires. C'est impressionnant et donc ça va être une très belle opposition. Mais face à lui, il a quand même un beau morceau. On n'a pas beaucoup parlé de Franck Ah Martin. bah on va en parler de Frank Martin, on va en parler de suite. Mm. Qui est du coup en 18-0 avec 12 KO. Donc pareil, hein, on n'est pas chez les lightweight, avoir 12 KO sur 18 combats, c'est énorme. Comme Gervonta 27 sur 29, vous vous doutez bien que c'est encore plus énorme, mais c'est deux boxeurs qui savent trouver le KO. Mm. C'est deux gauchers aussi, ça Ouais, c'est quand ça même c'est une opposition bon, entre gauchers. C'est pour ça que je disais que ça Davis, ouais ouais. il est très à l'aise contre les gauchers. Et en Il fait, est facile contre les gauchers, ouais. Davis, ouais, effectivement. Mais par contre, c'est une Euh, flèche. Je pense qu'il a rarement eu un adversaire aussi rapide que Martin. Et c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, Martin, par contre, c'est vraiment impressionnant de vivacité, de vitesse. Enfin, ouais, c'est une flèche, c'est ça. Il est sur quand même, même si pareil, hein, c'était il y a 11 mois son dernier combat, celui contre Artem. Artem c'est une belle victoire Ouais. d'avoir battu Artem quand même, même si le combat était extrêmement serré et qu'il y a eu un down dans le 12e qui lui sauve un peu les miches, C'est sinon ça. c'était peut-être un draw en vrai. Là où justement on a vu peut-être un peu les failles de Martin, c'était justement un Artem qui pendant tout le combat a travaillé très durement au corps. C'est aussi Ouais, pour ça que j'ai mis l'accent sur ça. On a vu qu'il ouais, a j'ai revu le combat là pour me mettre un peu dans le bain. Il a pas mal chancelé sur les assauts au corps ouais, d'Artem et ouais, ça a été dur au corps, ouais. et je pense que Davis, s'il travaille au corps comme ça va être compliqué pour Franck. Davis en plus il fait 7 ou 8 cm de moins que Martin, donc il va aller chercher le corps, on le C'est sait. ça. On sait qu'il a un crochet au corps, au foie, qui est au foie et même au corps de manière générale, qui est indécent. Et quand t'es gaucher, quand t'es contre un autre gaucher, le foie il est devant toi. Enfin, c'est Ouais, la physionomie du combat fait que ça l'arrange il est en devant fait toi, finalement. bras arrière, enfin il y a tout ce qu'il Ouais, faut. ouais, non, donc ça va être compliqué. Et même si Martin, il a le cardio, il a la vitesse, il a le jeu de jambes, il est très à l'aise à mi-distance. Et pareil, c'est un combattant qui finit souvent. Il a beaucoup de KO, comme tu le disais. Mais la majorité Ouais. des KO qu'il fait, c'est sur la deuxième moitié de combat. Mais comme je te dis, on a vu quand même quelques failles lors de son dernier. Ouais, je suis Même assez ses deux d'accord avec derniers ça. fights à courte distance. Sauf que Gervonta, à courte distance dans la poche, c'est très, très, très dangereux. Donc, Puis même, il y a 3 ans, il combattait encore sur des 8 rounds, quoi. Tu vois, enfin, on est quand même, effectivement, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a 6 combats en 10 rounds ou plus, quoi. Donc c'est vrai que malgré les 18 combats, effectivement, c'est ce que tu disais, la stat, elle est parlante sur le nombre de victoires et de défaites cumulées, quand même. Il y a une classe d'écart. En plus, il y a un petit passif entre les deux qui se chauffe quand même c'est marrant ça, c'est ça. pas mal. Et tu vas nous raconter ça, parce qu'il y a quand même pas mal Ouais, c'est Bon, vrai ça se chauffe, ouais, quoi. ça chauffe parce que en fait, il y a une histoire. Après, c'est ça aussi. Il y a eu un sparring qui a été fait entre Frank et Davis. Et pour la préparation d'un combat de Davis. Et comme on dit, la street raconte. Je sais pas qui raconte, mais on raconte. Et Frank le dit beaucoup dans des interviews. Il dit qu'en gros, il a tellement mis à l'amende Davis que Davis a un peu été dégoûté, que ça s'est frustré, que ça a même proposé de retirer les gants et de finir ça à main nue, quoi. Donc voilà, ça, on a plusieurs versions, on a eu plusieurs histoires, mais grosso modo, Frank dit qu'il y a eu un sparring entre lui et Davis et qu'il l'a nettement mis à l'amende. Et Ouais, alors bon, la dernière fois de mémoire récente, la dernière fois que quelqu'un a ouvert sa tronche sur un sujet identique,
Bonjour Philippe Ergovic, qui avait dit qu'il avait envoyé Dubois à l'hôpital tellement il l'avait fracassé en sparring. On a vu comment ça a fini. C'est que Ergovic a fini à l'hôpital pour avoir 30 points de suture parce que Dubois l'a fracassé dans le vrai combat. C'est ça, donc Donc, et déjà, faut jamais sortir l'histoire de sparring. Normalement, ça c'est quand même admis partout. Normalement, les histoires de sparring, les images de sparring, etc. Normalement, c'est le truc confidentiel par c'est excellence. ça. Et ils aiment bien de plus en plus le faire, notamment dans les. Enfin, ils adorent en parler de plus en plus dans les conférences de presse, etc., pour vendre le combat, en fait, pour faire monter un peu l'animosité, vendre le combat et piquer les spectateurs. Moi, je pense qu'un combat de tank, de toute façon, se vend. T'as pas besoin de piquer les Oui. spectateurs, ils se vendent tout seuls. Donc, t'as pas besoin de sortir des histoires à la con de sparring et tout. Surtout qu'encore une fois, déjà, on n'était pas là, donc on sait pas. Ouais. Et en plus, entre un sparring, un vrai combat, il y a 1 milliard de différences possibles et imaginables. Même le sparring, si c'était la veille et le vrai combat, c'est le lendemain. Ça peut être complètement Même entre différent. deux combats, hein, la veille et le lendemain, Même, oui, ce même sera entre jamais deux combats pareil. Donc, d'ailleurs. Donc ça veut rien dire. Et en plus, euh, enfin, il y a plein de trucs. Il y a l'expérience, il y a l'âge, le sparring. Est-ce qu'il était il y a 5 ans, est-ce qu'il était il y a 10 ans, est-ce qu'il était il y a 20 ans. Enfin, c'est pareil parce que c'était pour le cas pour Ergovic qui disait ça. Il dit ouais, le sparring contre Dubois. Dubois, il avait 17 ou 18 ans à l'époque où ils ont c'est ça, sparring. hein, Enfin, non, mais frère, c'est. Non, mais tranquille tu quoi. le dis, C'est tu quoi le dis ça? très justement, cette histoire de sparring, je pense que c'était surtout une affaire de marketing et aussi pour rajouter un peu de piment dans l'opposition de Franck et Je mettre pense aussi. un peu de poids dans la balance de Franck parce que sur le papier, on aurait tendance à se dire que même si Franck c'est un combattant qui a eu qui a un très beau palmarès, qui a affronté de très beaux adversaires, c'est pas du tout la même classe que Davis. Et donc Non, je pense pas je non pense plus. vraiment que l'objectif c'était de vendre un peu le combat en expliquant que voilà, il y a eu un bif entre les deux, que là l'objectif c'est de régler ce bif sur le ring et montrer aux yeux de tous qui est le meilleur. Après, Mm. Franck il sait hein, clairement que c'est lui l'underdog dans l'histoire et pour lui il se dit que l'objectif ça va être Mm. de pouvoir essayer de casser la hype et de renverser la tendance. Ah, par Après contre, s'il bon, gagne, c'est vrai que pour lui, c'est bon. Voilà, on va se mouiller. Moi, je dis Gervonta KO 9. ouais, pareil. Bizarrement, alors que Davis et Gervonta, il met les KO un peu plus tôt, un peu plus tard dans le combat. Là, je le vois finir assez tôt. Je sais pas pourquoi, mais je Ok, sens que il va être plus dur et plus agressif parce qu'il va être ok, face à un adversaire qui va mettre beaucoup de volume et il va KO 6 ou KO 7. ok, KO 7. ok. Et la suite, évidemment, pour Davis, et c'est ce que tout le monde attend, et parce qu'il est champion WBA, Davis, on rappelle, ce que tout le monde attend, c'est le combat d'unification contre Shakur. Là, il n'y a pas il y a plus de débat sur ce que les gens attendent. On en parlait par rapport à Benavidez, à Canelo et tout. Je pense que tout le monde veut voir Shakur contre Gervonta. Il y avait Gervonta contre Heini. Heini est monté, a laissé ses ceintures vacantes, machin. On veut vraiment tous voir. Parce que Gervonta, c'est pareil, il est champion du monde, mais c'est un peu un champion du monde de paille, sans vouloir lui manquer de respect. Il avait la ceinture WBA intérim, si vous voulez, la régulière. Et en fait, elle a été upgradée en ceinture WBA World quand Heini est monté de catégorie et a laissé ses ceintures undisputed vacantes. Donc il a été promu champion du monde sans vraiment gagner la ceinture à proprement parler. Donc il a eu des très belles oppositions dernièrement, Tank, on va pas lui enlever ça quand même. Mais c'est vrai que maintenant on aimerait le voir contre le top 2-3 de la KT. Exactement. On veut absolument le voir contre Shakur. Enfin, je pense que deux styles en plus ultra opposés qui se répondent l'un à l'autre. Enfin, on veut voir le combat contre Shakur. Ouais, ça va Voilà, être moi ça je serait une pense que belle là. opposition, je pense, dans tous les cas. Il faut qu'on voit ce combat au plus tôt, je pense, parce que plus le temps passe, plus ça devient Comme compliqué, d'hab. Hein. quoi. Ouais. Bah, ce sera pas. Enfin, pareil, il y a Vasil, il y a Lomachenko aussi qui est en route vers une unification. Donc il va être obligé de passer par la case Gervonta aussi. Est-ce que Loma a envie de combattre contre Gervonta comme ça là, je sais pas, à 36 piges, Ouais, ça va être la guerre, hein. je sais pas, je sais pas. Mm. C'est compliqué hein. Ouais, je veux bien votre avis en commentaire parce que sur cette question-là, c'est compliqué de voir les perspectives dans cette catégorie-là parce Il y a que Chamberlain aussi, c'est vrai qu'il y a Chamberlain qui est en train d'exploser, mais lui il combat quasiment qu'en Arabie Saoudite. Tant qu'il combattra pas en Arabie Saoudite, vu les tweets et les posts Insta qu'il fait sur Turquie. Il est extrêmement insultant envers l'Arabie Saoudite et envers Turquie. Donc il n'ira pas combattre en Arabie Saoudite, je pense. Mais c'est vrai que là, quand même, avec Berinchik, avec Zepeda, avec Loma, avec Stevenson, Navarrete, enfin, il y a quand même. ah ouais, ouais.
Chamberlain, il y a quand même du monde en light et c'est pour ça on aimerait voir quand même Gervonta. En fait, quand le combat contre Frank Martin a été annoncé, il y a eu une petite déception générale, sans manquer de respect à Frank Martin, évidemment, qui est un excellent boxeur. Mais il y a eu une petite déception générale parce que tout le monde rêvait de voir enfin un combat Surtout que c'est le retour de Gervonta, donc on rêvait de voir son retour contre quelqu'un de. Contre un épouvantail de la KT, quoi. Mm. Non, On l'aura pas, c'est pas grave. Ouais, je pense que là, ça va être un beau combat pour aussi. Pour se remettre en jambe, parce que là, ça fait 14 mois, c'est énorme. Ouais, c'est ça, parce qu'en vrai, il a pas boxé depuis un bon moment. Et Frank Martin, c'est quand même une sérieuse opposition. Hein. Oui, bien sûr. Pour lui, il a quand même ses chances. De toute façon, c'est pas un combat facile pour Gervonta, attention. Clairement pas. C'est un combat plus difficile que celui contre Ryan Garcia, à mon humble avis. Mais c'est quand même. Enfin, on s'attendait tous. En fait, Gervonta, maintenant, ça va être son 30e combat pro. Il a la ceinture WBA. C'est vrai qu'on s'attendait au step-up en mode maintenant on va chercher Lomachenko, on va chercher Berinchik, on va chercher Shakur. Enfin, on s'attendait vraiment à ce petit. Il reste vraiment un micro-step en fait pour être dans le top 4, enfin combattre un gars du top 4, tu vois. Et on attendait peut-être ce micro-step, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça fait 14 mois qu'il n'a pas combattu. Faut bien le remettre en jambe aussi parce que la roue du ring, c'est terrible. Ouais. Donc contre Martin, c'est quand même une très belle opposition pour un retour après 14 mois d'absence. Ouais, je pense que ce sera dans 1 ou 2 combats qu'il aura une vraie opposition pour le titre et que c'est pas délirant, fight contre Lomachenko. Faudrait que Lomachenko l'accepte, mais très tôt. Mais bon. Oui, par contre, il faut que ça aille très vite. Parce que Lomachenko, il lui reste pas non plus 40 combats. Il lui reste 2 ans, pas beaucoup de temps, je pense. Non, je pense pas non plus. On vous fait très rapidement le reste de la carte. Enfin, le reste de la carte. On va dire les 2 combats qui précèdent le combat de Benavides et de Gvozdyk. Donc, on a Carlos Adames contre Terrell Gaucha pour la ceinture WBC des middleweights. Donc, combat pour le titre sur la carte. Donc, il y a 4 combats pour le titre sur la carte, entre les titres intérimaires et les titres officiels, mais il y a 4 combats en 12 rounds. Donc, c'est quand même pas dégueu. Moi, j'aime beaucoup Carlos Adames. Ouais. Je suis très fan de ce boxeur. Bon combattant, donc, et il a des en plus, il est chez Middle, donc il est dans une KT un peu facile, entre guillemets, enfin où il y a de la place. Ouais. Donc je pense s'il prend la ceinture WBC, il va réussir à bien se positionner. Terrell Gaucha, honnêtement, je l'ai vu combattre 2-3 fois, je connais moins quand même. Plutôt en fin de carrière en plus, donc je pense que Adames, qui est dans son prime, va gagner le combat. Ça, je suis plutôt du côté d'Adames, que j'ai vu combattre aussi, qui est beaucoup plus, qui, même s'il combat pas beaucoup, les combats qu'il fait sont vraiment très convaincants en termes de performance. Ouais. Et justement, c'est marrant parce qu'il a combattu Derevyachenko, qui va combattre Billy dans quelques temps, donc tu vois, c'est un combattant qui est vraiment pas mal à regarder, donc ça va être une belle opposition. Et plutôt en faveur d'Adames, qui a pas mal de place. Il a que 30 ans, il a de la place pour. Et encore une fois, la catégorie des moyens, c'est une catégorie un peu bloquée à cause du frère Charlot, mais où il y a quand même de la place pour pouvoir avancer. Donc ça va être une belle opposition et ça lui donnera de belles perspectives pour la suite. Ouais, je pense que. Voilà, Adames, après. Si Adames par KO, fin de combat. Voilà. Pareil, Adames par KO dans 10e, quelque chose comme ça, 10e, 11e. À mon avis, on a combat d'invaincu qui sera donc le combat juste avant le co-main event entre Alberto Puello et Gary Russell. Donc combat américain contre dominicain. On a quand même 2 dominicains sur la carte qui combattent pour un titre, ce qui est pas rien, c'est assez rare. Là, c'est pour un titre intérimaire, donc intérimaire super light des WBC aussi. Donc c'est quand même une soirée quasi exclusivement WBC à part le main event. Ouais. Donc Mauricio Suleiman va être content, il va pouvoir manger du caviar toute la soirée. Combat d'invaincu. Gary Russell, 17 combats, 17 victoires, 17 KO. Je sais pas si ça vous parle, mais là ça commence à être pas mal quand même. Ouais, c'est du sérieux. Et il est assez jeune, il a 27 ans. Et il arrache tout sur son passage. Face à lui, il a un adversaire qui a aussi un palmarès qui est dur, mais je pense qu'il y a eu moins d'adversité quand tu regardes un peu le palmarès. Je suis d'accord avec ça. Il a beaucoup combattu à la maison en République dominicaine. Il n'a pas énormément eu d'opposition internationale face à des combattants d'autres voltiges, bien qu'il ait eu des combats pour le titre intérimaire WBA.
Donc je pense que ça ira assez vite parce qu'en plus de ça, Russell c'est un combattant qui finit ses combats par KO tout le temps, oui, mais souvent très rapidement. On aura certainement une victoire, certainement. Il y a rien de certain, mais en tout cas à mon sens, je me mouille, Russell pourra gagner par KO avant le quatrième, quoi. Russell qui en prenant une ceinture, alors là c'est la ceinture intérimaire donc ça compte pas vraiment, mais si il prend une ceinture là très rapidement en continuant, rejoindrait Arthur Beterbiev dans la secte très fermée des champions du monde avec un taux de KO de 100%. Voilà. Incroyable. Pour En tout l'instant, cas, c'est Beterbiev sur 7. ouais, il a la place, et je pense vraiment que Puyo, ça va être une grosse opposition, mais qui finira très rapidement. Comme je te dis, hein, je vois un KO avant le Ah, quatrième, moi, j'avoue, clairement. je vois KO plus tard parce que Alberto Puello, c'est les combattants qui sont durs, ça. C'est vraiment les combattants sud-américains qui lâchent rien. Du coup, moi, je vois un KO, effectivement, mais plus deuxième moitié de combat, quoi. Tu vois, plus D'accord, ouais. 7, 8, le temps de le fatiguer, mais après, je dis peut-être une dinguerie. Là, pour le coup, je suis pas aussi sûr que sur les autres combats, j'avoue. Ouais, Euh, on verra. En tout cas, ça va être une belle opposition. Il faudra pas cligner des et yeux parce que ça finira avant la ça va être limite. une C'est très sûr. belle carte aussi. Donc, comme d'habitude, on vous encourage à regarder un maximum de la carte si vous avez le temps, plutôt que de regarder que le main event, parce qu'il y a vraiment des belles cartes en ce moment. Là, c'est pas une carte saoudienne, mais elle est quand même canon. N'hésitez pas, du coup, à vous connecter. Alors, je vous dirai aux alentours de 3-4 heures du matin. Je pense à peu près que à partir du combat de Carlos Adames contre Terrell Gaucha, je pense que ça va commencer vers 3 heures du mat, quelque chose comme ça, 3-4 heures. N'hésitez pas à vous connecter sur ces horaires-là dans la nuit de samedi à dimanche. Ça va être une sacrée soirée de boxe, honnêtement. Je crois que c'est diffusé sur RMC, mais là je suis pas sûr par contre. Euh... Pas sûr du tout de la diffusion de Alors cette c'est semaine. pas sur DAZN, c'est sûr parce que j'ai vérifié. Et je sais pas si c'est sur RMC ou je sais pas du tout, j'avoue. Hmm, je ne sais pas, je saurais pas te dire. Ou sur Bein ou sur Canal. Enfin, vous savez que c'est un peu bordélique ça aussi au niveau des droits maintenant de diffusion. Bon, enfin, après vous savez faire des recherches quand même, on vous fait confiance. Donc très belle carte, très belle soirée, très belle semaine de boxe parce que jeudi le gala Samake promotion Y12 avec Bakary Samake et Kevin Elesadjo en direct du Zénith jeudi soir. Jolie du Zénith Paris La Ça va être Villette, beau gosse. très jolie carte et jolie carte aussi dans la nuit de samedi à dimanche, très jolie carte même avec le retour d'une des plus grandes stars de la boxe, Tank. Donc on a une belle semaine encore. La semaine dernière c'était un peu plus calme, voilà, on va dire ça comme ça. Là on a une vraiment très belle semaine et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de reprendre les previews du coup, d'en faire même 2 cette semaine. Donc on se retrouve nous évidemment. Alors on vous fera le débrief de la soirée Samake, les Sadjo, on vous le fera pas dimanche, on vous le fera avant du coup forcément. Parce que bon, sinon ça sert à rien. On vous fait le débrief de la soirée Garcia Davis contre Martin, pardon, dimanche. Et semaine prochaine, on repart pour de nouvelles aventures. Il y a aussi une belle semaine de boxe qui nous attend. Donc on a quelques previews, on a quelque chose à vous raconter. Merci Kabir pour toutes tes analyses comme d'hab au top du top. Merci Le beaucoup, feu. merci à toi, Dylan. Et puis bisous les gars, bisous tout le monde. Ciao, à la prochaine. Bye bye. Ciao.